Un bitcoin à 100 000 $ avant la fin de l'année. T'y crois toi? Moi j'en suis pas si sûr. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo. Nous allons justement parler du bitcoin. Si tu ne sais pas ce que c'est, je t'invite tout de suite à aller voir une petite vidéo que je mettrai sur une étiquette là-haut. Tu auras une compréhension un petit peu plus globale. Et dans cette vidéo-là, nous allons essayer de donner du coup un objectif de prix de fin d'année, d'une certaine manière, peut-être en 2022. On ne sait pas quand est-ce que ça va arriver, je n'ai pas de boule de cristal. C'est vraiment une expectative sur ce qui va se passer. Et aussi et surtout, je vais donner un objectif de prix intermédiaire, car il ne va pas monter en ligne droite jusqu'à 100 000 $ comme ça en une seule journée. Ça va prendre du temps, ça va se construire, on aura des phases de hausse, des corrections, des phases de hausse et ainsi de suite. Et du coup, il faudra aussi être prêt à potentiellement vendre, voire à racheter pendant les phases de correction. C'est parti ? J'espère que du coup que tu as peut-être regardé la vidéo de présentation du Bitcoin. Si jamais c'est pas le cas, je fais un petit rappel sur ce qu'est le halving, comment est-ce que ça fonctionne et pourquoi est-ce que le prix augmente. Et si tu sais déjà absolument comment fonctionne le halving, n'hésite pas à aller dans la barre du coup de la description pour tout de suite passer avec la timeline à l'étape suivante. On passe ces petits détails. En tout cas, pour ceux qui ont besoin d'un petit rappel sur le halving, nous avons notre prix du Bitcoin ici affiché à l'écran, qui évolue de façon constante à la hausse avec, des phases de correction qu'on appelle bear market, des phases de hausse très fortes qu'on appelle bull run. Et si tu veux plus de précision là-dessus, eh bien pareil, deuxième petite fiche que tu pourras aller consulter à côté pour continuer à compléter un petit peu tes connaissances sur le marché des cryptos et surtout sur ce qu'est Bitcoin. Allez, concentrons-nous sur le halving. Qu'est-ce que c'est? À chaque fois qu'il y a un halving, on réduit par 2 les récompenses offertes aux mineurs. Je rappelle très rapidement, le mineur valide des transactions sur la blockchain Bitcoin et en contrepartie, il est rémunéré avec une offre de Bitcoin. Toutes les 10 minutes, il est récompensé de 50 Bitcoins pendant la période qui était donnée entre 2019 et novembre 2012. Pendant cette période-là, tous les mineurs recevaient toutes les 10 minutes 50 Bitcoins s'ils validaient correctement les transactions. Et puis, à chaque ligne bleue, en fait, on va avoir ce qu'on appelle un halving. Donc la première était la première émission des bitcoins, parce qu'avant il n'y en avait pas, on a créé le projet, et à partir de la deuxième ligne bleue que j'ai mis du coup à l'écran, eh bien nous avons ce qu'on appelle le premier halving. À partir de ce moment-là, l'émission distribuée aux mineurs, la récompense est divisée par 2. Nous n'avons plus que 25 bitcoins au lieu de 50. Donc l'offre de bitcoin sur le marché et en circulation, eh bien il va avoir tendance à être réduit de plus en plus fortement. Si jamais il y a de plus en plus de monde qui demande du Bitcoin, eh bien on en a de moins en moins à acheter et donc en théorie le prix va fortement augmenter. Et c'est ce qu'on voit du coup à chaque fois. Alors je suis désolé, il manque quelques données. On n'a pas les données du prix des premiers instants où Bitcoin était distribué sur la blockchain. Dès 2009 jusqu'à 2010, il était déjà difficile de pouvoir l'acheter et l'échanger avec d'autres personnes car il n'y avait pas des exchanges comme Binance, Kraken ou Coinbase. À ce moment-là, c'était juste des mineurs qui du coup validaient des transactions entre quelques personnes et puis qui recevaient et amassaient beaucoup de Bitcoin. Ils avaient des émissions du coup de 50, c'était déjà énorme. Et puis au fur et à mesure du temps, on a commencé à construire des plateformes d'échange pour le grand public pour qu'il y ait de plus en plus d'utilisateurs. Première phase de hausse, correction, et à partir du halving, on a l'accélération haussière qui s'ensuit. Exactement pareil du coup en juillet 2016, une grosse accélération parce qu'on a une belle phase à plat juste avant. Et puis ça a été exactement la même chose. Depuis le dernier bull run de 2017, grosse phase à plat, et puis depuis mai 2020, le prix a quand même tendance à fortement réaugmenter. Là, on a de nouveau une petite correction, elle ressemble un petit peu à ce qu'on a eu en 2013, forte hausse, correction, nouvelle hausse, et du coup, on pourrait potentiellement avoir la même chose pour éventuellement repartir vers les 100 000 $. Voilà, on va dire un rappel très simple sur ce qu'est le halving, et je vais donner une petite précision, si on prend un petit peu de recul sur ce graphique. Quel sera notre prochain halving? Eh bien, on sera en mars 2024 et à partir de ce halving-là, nous n'aurons plus que 3,125 bitcoins émis à chaque mineur. Donc, en théorie, on devrait continuer. Donc là, j'aurais pu mettre une liste indéfinie de tous les halvings. En gros, il y en a tous les 4 ans. Pour rappel, tous les 4 ans. Et notre prix va certainement monter, peut-être à 100 000, 200 000, on ne sait pas. Il va corriger et à partir de avril 2024, il faudra éventuellement en acheter un petit peu avant pour bénéficier de la prochaine hausse.
Concentrons-nous maintenant sur le modèle du stock to flow. Donc on est sur des noms des fois compliqués, blockchain, bitcoin, crypto-monnaie, stock to flow. De quoi est-ce que tu nous parles? Le stock to flow, c'est un indicateur qui va essayer de calculer justement un rapport entre l'offre et la demande. Combien de personnes utilisent le réseau, combien est-ce qu'il y a de transactions, combien est-ce qu'il y a de personnes qui souhaitent acheter des bitcoins, et en face, du coup, on a le nombre de bitcoins en circulation. Donc, comme on l'a dit, plus on avance dans le temps, alors oui, il y a plus de bitcoins qui sont émis sur le marché, car il y en avait à un moment donné, il y avait peut-être 10 millions de bitcoins, et à la fin, on ira vers 21 millions. Donc, il y aura toujours plus de bitcoins jusqu'à ce qu'on ait nos 21 millions maximum. Mais sur le marché, comme il y a des personnes qui en achètent et qui les hold, qui les bloquent sur du long terme, qui les conservent pour espérer du coup continuer de profiter de cette hausse de valeur, et bien sur le marché en disponible, en échange possible, et bien il y en a de moins en moins. En plus avec l'émission des mineurs qui est de plus en plus réduite, car les mineurs sont rémunérés eux, et bien ensuite en vendant leurs bitcoins. C'est pas avec des bitcoins aujourd'hui qu'ils payent de l'électricité, ils les échangent contre du dollar ou de l'euro, peu importe comme on ferait nous si on achète et qu'on revend nos crypto-monnaies. Donc sur le modèle du stock to flow, je me réinstalle sur ma chaise confortablement. Nous avons un prix, donc exactement pareil que tout à l'heure sur notre graphique, qui monte, corrige et compagnie. Et du coup, c'est tout un tas de calculs statistiques qui ont permis d'essayer de donner un petit peu une courbe de prix. À chaque fois que la courbe est arrivée sur des paliers hauts, le Bitcoin a plutôt tendance à la dépasser légèrement, à aller un petit peu plus haut. Et puis ensuite, pendant sa correction, il a tendance à être un tout petit peu en dessous, et puis ensuite il remonte, et ainsi de suite. Là, actuellement, on est encore en dessous de l'objectif donné par le modèle du stock to flow. Et si on prend les précédentes phases de bull run, eh bien, nous pourrions monter un petit peu au-dessus pour ensuite recorriger, repasser un petit peu en dessous, et ainsi de suite. Si on se met au niveau du mois d'octobre, 107 000 $, c'était l'objectif du stock to flow, on est encore en dessous, donc on peut avoir toujours des nouveaux acheteurs et tenter de rejoindre un petit peu ce point le plus haut. Donc là, 11 octobre, et puis plus on avance sur la droite, novembre, décembre, ainsi de suite, le modèle du stock to flow a pas tendance à beaucoup augmenter, donc soit aux alentours des 108, 110 000 $ dans ces eaux-là. Et puis bon, quand on passe en 2022, certainement qu'on sera du coup sur un pic supérieur à cette ligne-là, et qu'ensuite on viendra corriger en dessous, comme ça a été fait précédemment à chaque fois. Et éventuellement, eh bien, autour de l'année 2025, après le dernier halving de 2024, on serait peut-être aux alentours des 1 million de $. Bon là, c'est des expectatives très très folles. Mais avant ça, déjà, concentrons-nous sur le prix d'aujourd'hui. Donc là, on a donné une éventuelle target de prix, un éventuel objectif à atteindre, 100 000 $ ou un peu plus. Quelque chose qu'on pourrait voir potentiellement en 2021. Donc si on a un Bitcoin qui arrive à 100, 110 000, il faudra peut-être se poser la question de est-ce qu'il est encore temps d'acheter? Parce qu'on va peut-être monter plus haut, mais on ne sait pas jusqu'à quand. On ne sait pas jusqu'à quel moment. Voilà pour le modèle du stock to flow, ça donne un petit objectif à atteindre qui a été donné par un calcul mathématique. Passons ensuite sur un objectif de prix qu'on pourrait donner par rapport à la courbe de prix du Bitcoin depuis les précédentes semaines. Et on va essayer du coup de donner un objectif intermédiaire avant les 100 000 $. Peut-être que le prix pourrait atteindre cet objectif corrigé pour ensuite monter aux 100 000 $. Car il ne va pas monter en ligne droite d'un seul coup, ce serait beaucoup trop facile. Sinon, tout le monde n'a qu'à acheter et puis attendre les 100 000 $ et on vend tous en même temps. Mais la réalité du terrain, c'est que ce n'est pas le cas. Donc nous avions un Bitcoin avec un top maximal à 65 000 $ et un suivant à 52 000. C'est pour ça que j'ai matérialisé un peu la ligne blanche qu'on a ici. Depuis le dernier point, nous avons brisé du coup cette ligne blanche, cette cassure, cette ligne de prix. Eh bien, nous avons de nouveau une tendance haussière. On avait une figure qu'on appelle dans le trading une tasse et anse. Donc, on a une grosse tasse ici, puis une petite anse. Depuis que nous avons brisé aussi cette ligne rouge ici, c'est pareil, nous sommes en tendance haussière. Là, on a deux indicateurs qui nous disent que oui, effectivement, le Bitcoin repart à la hausse. Sans cette cassure de ligne de coût, eh bien, si jamais le prix était redescendu plus bas, on serait plutôt sur une tendance de bear market. Ça, c'est juste pour vous donner un petit peu l'introduction. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va prendre du coup dans la tasse séance l'objectif, donc entre la ligne rouge là et le point le plus bas dans la tasse séance. Je prends la petite ligne verte que j'ai tracée moi du coup avec tous les outils qu'on a sur le côté et je vais la reporter du coup à partir de la ligne de cassure de prix qu'on a brisé précédemment et ça nous donne un objectif théorique pour monter, on va dire au-delà de 72 000 $. Si je prenais les petites mèches, les petites bougies qui sont plus basses, on pourrait aller un petit peu plus haut autour des 77 000 $. Je préférais prendre un objectif plutôt faible et d'essayer de vendre avant les autres
car si jamais je donne un objectif trop élevé, en règle générale, il y a du monde qui va vendre avant moi et je vais me faire avoir. Nous avions fait une précédente hausse d'à peu près 67% jusqu'au top, là, quasiment des 52 000 $. Et cette ligne-là, elle est importante car on l'a déjà retestée par ici depuis qu'on est en train de monter. Donc là, ça confirme bien qu'on est sur une phase de hausse et on pourrait s'attendre depuis les personnes qui ont acheté puis la ligne rouge à faire une hausse d'environ 40%. Le prix ne sera pas exact. C'est pas parce que j'ai 72 214 $ que ce sera à ce prix-là qu'on aura une correction. On ne peut pas savoir. Mais c'est un objectif théorique et du coup, on aura certainement beaucoup de vendeurs à ce prix-là. Moi, ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais essayer de vendre un tout petit peu avant, peut-être à 71 000, peut-être à 70 000, pour éventuellement racheter plus bas. Donc, imaginons-nous qu'on ait un prix qui continue de monter, comme ça, tranquillement. Il monte jusqu'à la ligne rouge qui est ici, les 72 000. Moi, j'ai vendu un petit peu avant, j'ai coupé des positions et on pourrait éventuellement le voir redescendre. Jusqu'où ira la correction, j'en ai strictement aucune idée. Mais on pourrait éventuellement revenir sur la ligne blanche et rebondir. Parce que là, du coup, on validerait que notre ancienne résistance devient support et on pourrait du coup repartir à la hausse et éventuellement retourner vers les 100 000 $. On pourrait rebondir au-dessus de la ligne blanche et sur notre ligne rouge qui était un petit peu notre zone de cassure de notre séance sur laquelle on est déjà venu rebondir. Là, on avait une petite mèche, pardon, je reprends ça, on avait une petite mèche ici, on était venu rebondir dessus. Donc, éventuellement sur la ligne rouge, autour des 50 000 $. Ça, c'est un objectif. Mais on a tout un tas d'autres lignes de résistance au niveau des 54 000 quand le prix a déjà bien oscillé autour d'une valeur, 55, 54 000 $ dans ces eaux-là. Bref, on ne peut pas savoir, mais éventuellement, en tout cas, avant de monter à 100 000 $, on peut imaginer que le prix corrige fortement. Est-ce que ça se fait tout de suite? C'est possible. Est-ce que ça se fait quand on ira à 72 000? C'est possible. Est-ce que ça sera plus haut? C'est possible. On ne peut pas savoir, mais on peut avoir un scénario, avoir des objectifs, et du coup se dire, eh bien, moi, je vais vendre, je sais pas, je vais vendre 10% de mes bitcoins ici, 10% de mes bitcoins à 60 000 $, 10% de mes bitcoins à 65 000, 10% à 70 000. Plus le prix monte, plus j'accumule du coup des stablecoins. J'ai transféré mes BTC en stablecoin pour éventuellement racheter au niveau d'un point bas. Et du coup, réinvestir tous nos stablecoins ici pour retenter d'aller beaucoup plus haut. Pourquoi est-ce que c'est très intéressant de faire ça? On pourrait se dire, oui, mais bon, on n'a qu'à attendre les 100 000, on vendra à 100 000. On ne sait pas si le prix va arriver à 100 000 $. S'il n'atteint pas les 100 000 $ et que des 72 000, on retombe directement à 30 000 $ alors que j'ai acheté autour des 50-60 000. Qu'est-ce qui se passe? Je suis dans le rouge, je suis dans la merde, j'en ai jusqu'au cou. Qu'est-ce qui se passe? Je vends à perte ou j'attends 4 ans avant la prochaine phase de hausse? Je te pose la question, qu'est-ce que tu souhaites faire? Dis-le moi dans les commentaires. En tout cas, ce qui sera intéressant, en vendant petit peu par petit peu nos positions, eh bien nous prenons du coup des profits entre guillemets. Ce bac de stablecoin, ce petit sac de stablecoin, si on le réinvestit pas là parce que le prix descend beaucoup plus fortement, eh bien ce sera des profits réalisés. Et du coup, nous aurons dans nos poches toujours un petit peu d'argent. Parce que là, si on descend à 30 000 $, il y a un paquet de monde qui sera perdant, rouge, un portefeuille bien rouge et bien saignant. Et ce serait quand même triste à voir. N'hésite pas, si tu veux d'autres infos sur les crypto-monnaies, à rejoindre du coup la chaîne YouTube, pose le petit like, abonne-toi. Je sors 1 à 2 vidéos par semaine sur les cryptos en ce moment parce que ça bouge beaucoup. Je sors aussi d'autres vidéos sur l'investissement en bourse. Et l'objectif initial du coup de cette recherche de profit, elle n'est pas juste à titre individuel pour dire ouais, je vais gagner de l'argent pour devenir riche et millionnaire. Ça, moi, je m'en fiche complètement. Par contre, ce qui m'intéresse vraiment, c'est d'investir dans des projets éthiques, sociaux et solidaires. Je sors 1 vidéo par semaine pour présenter ces projets. Je n'ai rien à gagner, je n'ai rien à vendre, pas de formation, pas d'affiliation, rien de tout ça. Je t'invite juste à aller les consulter et puis toi, eh bien, éventuellement, tu pourras investir dans des projets qui t'intéressent réellement avec des rendements beaucoup plus faibles que sur les crypto-monnaies. On en est tous les deux d'accord et certains, ça peut les attrister, mais d'une certaine manière, un petit peu notre épargne ou et surtout les gains qu'on pourra réaliser dans les cryptos, quand on les aura sortis du marché, on les réinjectera dans des projets qui ont du sens. Et qu'est-ce que j'appelle projets qui ont du sens? Nous avons de la santé, nous avons de l'éducation, nous avons de l'agriculture, bref, tout un tas de choses à découvrir que je mettrai dans une petite fiche là pour une prochaine vidéo. Sur ce, je te retrouve peut-être la semaine prochaine, comme on est dimanche aujourd'hui quand je sors cette vidéo. Ciao!